Sur les hauteurs de Valloire, le calme des montagnes contraste drastiquement avec l'effervescence des troupes. Au cœur du massif des Cerces, l'exercice éponyme attire chaque année plusieurs milliers de militaires. Des soldats issus de tous les régiments qui composent la 27e brigade d'infanterie de montagne. Un exercice grandeur nature qui met en œuvre tous les moyens alloués aux unités de combat françaises. On a un fil conducteur qui est le combat en milieu montagneux et grand froid. Ça, c'est ce qu'on pratique tout au long des années, l'hiver comme l'été. Et quand vient l'effort d'un exercice majeur comme celui-là, on met en œuvre tous nos moyens spécifiques quelques semaines avant pour monter en puissance vers cet exercice. Mais bien sûr, c'est un fil conducteur de formation tout au long des années pour arriver à conserver un niveau acceptable en déplacement, stationnement et combat en milieu grand froid. Après plusieurs journées passées dans le massif des Bauges à travailler les manœuvres de troupes, c'est donc le grand champ de tir des Alpes qui est mis à contribution afin de tester in situ les hommes et le matériel. Mais malgré le vent violent et le froid mordant, c'est bien la cohésion des troupes, le partage d'informations et la prise de décision qui nécessitent le plus d'efforts. Car si les nombreux bataillons qui composent la brigade ont l'habitude de s'entraîner au tir, évoluer ensemble dans un même exercice impose autant de réflexion que de rigueur. On fait regrouper le régiment de cavalerie blindée de Gap, le régiment d'artillerie de montagne, nos transmetteurs de montagne. On a même nos logisticiens du 511e régiment du train qui sont là. Et ça permet de faire une manœuvre groupée avec les sapeurs, les fantassins, les chasseurs alpins. Et on manœuvre. Et là, cette année, en plus, on a manœuvré sur 15 jours avec une partie dans les Bauges et puis une partie dans Maurienne, de manière classique, et dans ce beau massif des Cerces qui nous accueille chaque année. Un exercice qui regroupe plus de 5000 hommes et femmes issus des troupes de montagne et qui permet d'accueillir des ressortissants de différentes nationalités. Des manœuvres sont en effet prévues cette année avec le renfort de soldats italiens et sous le regard d'observateurs issus de plusieurs autres nations, comme le Japon ou encore les Émirats arabes unis. Grenoble, toujours à la pointe de la technologie, et ce, même dans le milieu médical. Pour une première française hors études, un patient se fait poser un nouveau type de pacemaker au CHU. Maintenant, en fait, on a la possibilité d'implanter des stimulateurs sans sonde qu'on appelle double chambre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un stimulateur sans sonde dans l'oreillette, un stimulateur sans sonde vissé dans le ventricule, et les deux vont communiquer entre eux pour réaliser un synchronisme entre l'oreillette et le ventricule et reproduire la contraction cardiaque physiologique. Une petite révolution car depuis 70 ans, les patients se font majoritairement implanter des stimulateurs complexes avec des sondes. Ce qui représente un boîtier au niveau de l'épaule et des sondes au niveau du cœur. Des dispositifs bien plus lourds et donc avec plus de risques de complications. Les maillons faibles de ce système, c'est les sondes, parce qu'elles peuvent se casser, elles peuvent s'infecter, et on peut penser qu'un patient relativement jeune va avoir un certain nombre de pacemakers dans sa vie, et que les sondes ne vont pas durer éternellement. Et ces sondes ont un certain nombre de complications, de risques, donc risque de rupture, risque d'infection également, et s'il y a une infection du boîtier, ça va se contaminer aux sondes et risquer d'entraîner des pathologies graves comme des endocardites. Les dispositifs sans sonde ont donc beaucoup d'avantages, notamment dans l'implantation qui est simplifiée. 45 minutes suffisent. On va le ressertir au cathéter pour pouvoir l'amener dans le cœur, dans l'oreillette. Un cathéter est placé au niveau du pli de l'aine où se situe la veine fémorale. Le chirurgien fait remonter la capsule par cette veine jusqu'au cœur. On teste les constantes pour vérifier qu'il est en bonne position et qu'il fonctionne bien. Un seul problème persiste avec ce dispositif, sa longévité qui ne dépasse pas 10 à 15 ans. Pour des patients jeunes comme celui-ci, il faudra sûrement plusieurs remplacements. Un modèle 2.0 est déjà en développement. Il s'approcherait d'une mini-centrale se rechargeant avec les battements du cœur, avec une durée de vie presque infinie. Une entreprise ligérienne va aller à Las Vegas pour le CES, un des plus grands salons de l'innovation du monde. Elle s'appelle MetaView et a pour objectif de faire gagner de l'argent aux entreprises. C'est une application sur téléphone prévenant des troubles musculo-squelettiques au travail. Cela représente 94% des maladies professionnelles. Donc tout se passe au sein d'un téléphone portable. Donc l'idée c'est vraiment d'aller sur le site, de filmer une situation de travail. Donc l'homme
au travail. Quand je dis situation de travail, c'est son environnement, les machines, etc., tout ce qu'il peut avoir autour de lui, qui vont forcément impacter sa manière de travailler. Ensuite, on va avoir une analyse véritable biomécanique, c'est là où l'intelligence artificielle intervient, elle va capter l'homme qui travaille, donc avec sa machine, avec son casier, avec aussi évidemment les données biomécaniques du corps qui est en mouvement. Et derrière ça, on va pouvoir en tirer des conclusions et des recommandations au regard justement de ce qui a été filmé précédemment. C'est de devenir dispositif médical numérique. Parce que aujourd'hui, nous avons des données, elles sont pertinentes, elles sont générées grâce à des modèles qui sont des standards internationaux. Ça, c'est une première chose. Mais véritablement, pour ancrer en France, en Europe et dans le monde, pour pouvoir ancrer justement notre crédibilité, on veut devenir dispositif médical numérique de manière officielle. J'ai eu un coup de stress quand on me l'a annoncé parce que je ne le savais pas, je n'avais même pas postulé en réalité. C'est la région, donc l'hôtel de région à Lyon, l'hôtel de région Rhône-Alpes qui m'a contacté. C'était un jeudi matin, je me souviens, il était 9h. Je reçois un coup de fil de la région qui me dit, voilà, on a fait notre petite recherche et puis en fait vous apparaissez comme étant une start-up hyper innovante sur les problématiques justement d'intelligence artificielle et de captation du mouvement. MetaView ne fait pas, comme je le disais tout à l'heure, ne fait pas uniquement de l'évaluation. Vous avez un thermomètre. Pour quelqu'un qui ne sait pas comment fonctionne un thermomètre, si vous avez 38 de fièvre, qu'est-ce qu'on fait de ce 38 ? L'idée de MetaView va plus loin que la simple objectivation de cette donnée-là. On va dire pourquoi on a ce 38 et qu'est-ce qu'on en fait. Derrière ça, tout le traitement qui va avec. Alors si je fais un glissement intellectuel sur la médecine du travail, c'est j'ai de la donnée biomécanique, qu'est-ce que j'en fais ? On a capté un problème à l'épaule, très bien, j'ai un score qui sort, effectivement, mais qu'est-ce que j'en fais ? Et l'idée vraiment de MetaView, et c'est là où on va véritablement beaucoup plus loin, c'est qu'on arrive à une conclusion finale en disant, eh ben, on objective une donnée, on fait une recommandation, on fait une conclusion. Et oui, on est les seuls à le faire. Ouais. Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France. Pourtant, il manque bien des ingénieurs. Et dès que vous commencez à vous déplacer, vous voyez qu'il manque des ingénieurs, mais surtout, il manque beaucoup de techniciens. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de nouvelles filières qui se développent sur du bachelor et autres, pour être une région où nous formions davantage. Même si nous formions déjà beaucoup, on ne forme pas assez. Mais on a aussi la chance d'avoir un monde économique très développé. Voilà, je pense qu'il y a moyen effectivement de pouvoir les conserver sur le territoire. Face à ce constat, la région s'engage depuis 2023 à hauteur de 140 millions d'euros et ce lundi, c'est à la Loire d'en profiter pour les années à venir. Ces futurs ingénieurs vont recevoir du matériel de pointe pour suivre les avancées technologiques. L'école d'ingénieurs publics télécom va aussi pouvoir développer ses classes préparatoires et combiner avec la faculté des sciences et techniques, de nouvelles filières de tout niveau vont apparaître, d'apprentissage à Bac+8 et ces investissements vont s'étendre jusqu'à Roanne où son IUT aura une nouvelle filière ingénieur. Cette convention va nous permettre de développer de nouvelles formations de techniciens et d'ingénieurs sur l'ensemble de nos sites rouennais et stéphanois. Et ça, c'est un élément tout à fait nouveau. L'école d'ingénieurs Télécom Saint-Étienne a fait le choix, avec évidemment l'aide de l'université, de développer une filière d'ingénieurs délocalisée sur le site rouennais, au plus près des entreprises, et d'être capable de se rapprocher des familles, des étudiants qui, dans un contexte social et économique parfois tendu, si on ne développe pas des formations au plus près de leurs habitations, vont hésiter à se former. Voilà. Donc c'est vraiment pour nous extrêmement important. En effet, un jeune sur deux hors des métropoles se projette 2 fois moins dans les études supérieures. Avec ces investissements, d'ici 2030, l'université Jean Monnet espère avoir 135 nouveaux diplômés par an. C'est un ensemble musical emblématique de notre territoire qui fête cette année ses 40 ans, l'Orchestre des Pays de Savoie. 4 décennies de concerts et de partage avec le public qui ont donné lieu à bon nombre de moments marquants. J'entends beaucoup parler de L'Effronté, le film de Claude Miller qui a été tourné à Chambéry avec l'Orchestre des Pays de Savoie. J'entends aussi beaucoup qu'on a été l'orchestre qui a joué le plus haut du monde,
puisque l'orchestre a joué tout en haut du Mont Blanc pour ses 30 ans. Et j'espère qu'il ne s'agit pas de battre des records, mais qu'on aura encore sur ces prochaines années, à nous de les construire, des faits marquants qui feront la richesse de l'orchestre. Et puis, puisque c'est la série des 40 ans, j'en profite, c'est vrai qu'on est un des seuls orchestres français à avoir joué à Bayreuth. C'était le début de la saison des 40 ans de l'orchestre et je crois que c'était un beau moment pour tout le monde. En 40 ans d'histoire, l'Orchestre des Pays de Savoie a accueilli 6 chefs d'orchestre et parmi eux, une femme. Graziella Contratto a été à la tête de l'orchestre de 2004 à 2009, une exception dans un milieu plutôt masculin. Depuis 4 ans, c'est Peter Yeldebourg qui dirige les 23 musiciens de cet orchestre de chambre. C'est un autre état d'esprit par rapport à un grand orchestre philharmonique où on peut avoir entre 80 et 100 musiciens et où le chef va être un peu la personne qui va vraiment dicter comment ça va se passer. Là, on est dans une ambiance de travail qui est beaucoup plus presque collégiale, on pourrait dire, même dans la façon de prendre des décisions musicales. Il y a quelque chose qui se fait de façon presque démocratique de temps en temps, même si moi je suis un peu moteur de tout ça. Il y a beaucoup d'écoute entre les différents musiciens qui vont vraiment se chercher entre eux par les regards, par les oreilles bien sûr. Un orchestre plus intimiste donc, où les musiciens sont plus proches les uns des autres et plus proches aussi du public. Sur scène, toutes les générations se mélangent, certains sont présents depuis quelques saisons. C'est mon premier poste en tant que violon solo et ils ont toujours été très accueillants. C'est un orchestre qui fait plein de répertoires différents, qui voyage beaucoup. Et j'ai tout appris avec l'Orchestre des Pays de Savoie. Alors que d'autres sont là depuis les débuts de l'orchestre. Je suis violoniste, tutiste à l'Orchestre des Pays de Savoie depuis 1989. Je suis arrivée un petit peu après le début de l'orchestre, mais en fait j'ai commencé ici avec Tibor Varga. J'étais recrutée par Tibor Varga et ensuite j'ai connu plusieurs chefs consécutifs. Pour cette saison exceptionnelle, l'orchestre a prévu un programme de fête. Un concert anniversaire consacré à Mozart, ainsi que la sortie d'un album éponyme rendant hommage au célèbre compositeur autrichien. Fidèle à sa volonté de jouer face à tous les publics, l'Orchestre des Pays de Savoie se prépare à présent à sillonner les petits villages savoyards et haut-savoyards tout au long du mois de janvier. Image par image, ou plutôt épingle par épingle. Sur cet écran, 100 000 y sont introduites. Alignées à la manière de pixels, le positionnement de chacune d'entre elles permet de construire une image. Donc l'écran il est percé de milliers de petits trous, dans chaque trou coulisse une épingle. Et on a un éclairage latéral qui vient faire des ombres portées. Lorsqu'on pousse ces épingles à fond, on arrive sur le blanc de l'écran, l'œil va avoir du blanc. Et lorsqu'on ramène, ça va faire des nuances de gris, pour aller jusqu'au noir lorsque les ombres se couvrent et que la lumière ne peut plus passer. Et une fois qu'on a fait son image, on va la prendre en photo, la modifier un petit peu, reprendre une photo, la modifier un petit peu pour faire un film d'animation en image par image. Car oui, ce dispositif permet de réaliser des films en stop motion. Le cinéma d'épingle est une pratique très peu répandue dans le monde. Créé dans les années 30 par Alexandre Alexeïev, ce graveur voulant animer ses œuvres, plutôt que de graver ses plaques une par une, trouve ce substitut pour se rapprocher d'un rendu similaire. Pas de crayon ni de stylo pour dessiner sur l'écran d'épingle, tout objet peut trouver son utilité. Alors c'est pas du pixel art, on fait pas point par point avec les doigts, surtout que ça peut piquer. On va utiliser des objets qui vont glisser comme le verre ou la faïence, qui vont permettre de tracer. Donc ça va permettre, par exemple, si on veut colorier, on peut vraiment utiliser le plat de la cuillère. Si on veut revenir, on va utiliser l'autre côté pour ramener du noir. Par exemple, si je veux faire un arbre pour faire une forêt, donc on va utiliser un rouleau. Donc en fait, on va composer son image avec tous différents types d'objets assez ludiques pour arriver à faire ce qu'on a envie. Alexandre Noyer est un passionné de cette pratique depuis 2012. Il fabrique lui-même ses écrans en mettant les épingles une par une à la main. Si une partie de son activité réside dans la vente de ses écrans, il aime partager sa passion et anime des ateliers découvertes. C'est au festival du film pour enfants à Visil qu'aujourd'hui il initie les enfants à cette pratique. J'ai appris à faire des espèces de mini-films, de courts-métrages avec des aiguilles. C'est compliqué à faire ? Un petit peu, mais après ça va, quand tu t'es lancé dedans, ça va. Une belle découverte ? Ouais, j'ai été trop contente. Je suis trop contente.
Moi j'ai dessiné un petit vampire, parce que c'était le thème d'Halloween. Non, je connaissais pas, je viens d'apprendre et c'est super. Aujourd'hui, l'écran d'épingle aurait bien pu disparaître. Sur la dizaine appartenant à Alexeïev, seulement 2 ont été conservés. L'un au Canada à l'ONF et l'autre en France au CNC. Aujourd'hui, Alexandre Noyer reste encore l'un des seuls au monde à perpétuer cette pratique.